Venus de 130 pays du monde, les jeunes ont au cours des 2 jours de travaux de ce dialogue portant sur le thème la vision de la nouvelle génération sur la population et le développement, exprimé leur vision sur la population et le développement et fait des recommandations pour un monde plus juste et plus équilibré où les besoins des jeunes sont davantage pris en compte par les décideurs mondiaux. Au cours des panels, les jeunes ont échangé sur des problématiques liées à la santé sexuelle et reproductive, l'éducation, les changements climatiques et plusieurs autres sujets les concernant. Pendant ces 2 jours, nous avons échangé autour de cette thématique d'importance en vue de faire émerger des idées qui concourent à l'édification d'une meilleure société. Une société prospère, inclusive, juste et équitable, où les femmes, les hommes et les personnes vulnérables, surtout ceux de la jeune génération, accèdent à un véritable mieux-être et jouissent pleinement de leurs droits. Les conclusions présentées rassurent de la qualité des échanges et illustrent aussi la passion et le grand intérêt que chacun de vous a manifesté autour des différents sujets. Vos commentaires et recommandations seront relayés dans tous les dialogues et réunions ultérieures. Au regard des résultats satisfaisants obtenus, je reste convaincu que ce premier dialogue mondial préfigure chez la jeune génération le renforcement de la confiance en soi, le patriotisme, l'espérance et la foi que nous pouvons y arriver avec de l'exigence, de la volonté et de l'engagement. Nous devons envisager souvent ce genre d'échange avec vous. Vous avez la fougue de la jeunesse, le courage de l'innovation, le risque de l'ambition, et ça, dans les fonctions qui sont les miennes, parfois, on en a besoin pour agir. Je dirais que c'est une expérience très enrichissante. Ça nous aide, c'est très intéressant parce qu'on partage beaucoup d'idées. Ça nous aide aussi à développer nos idées. Donc écouter les autres et tout, c'est très intéressant et c'est enrichissant comme expérience. J'ai eu une satisfaction de ce dialogue. Je suis très content d'y avoir participé. Nous avons eu à partager nos expériences avec nos amis d'autres pays qui sont venus pour participer également au dialogue. Ça fait vraiment plaisir d'être ici parmi tous ces jeunes et toute cette ambiance et tout. C'était pas seulement une opportunité pour plaidoyer au profit des droits des jeunes, mais aussi de découvrir la culture béninoise et de vivre des moments inoubliables. C'est une première étape pour nous, les jeunes, de s'exprimer, de présenter nos idées, de contribuer au changement, à la construction d'un monde idéal et un monde égal qui prend en considération le genre, la différence et tout. Les Jeux de Razard ont conquis le continent africain. Ils sont en plein essor dans les villes de l'Afrique de l'Ouest. Paris sportif, machine à sous, loto fortune sont entre autres des jeux que pratiquent certaines personnes. Une activité de divertissement qui constitue un moyen de se faire de l'argent. Motivé par la culture du risque et du gain facile, c'est devenu une addiction pour les joueurs.
Bien qu'ils soient une source de richesse, les jeux de hasard ont des répercussions sur les pratiquants. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a rendu public son équipe gouvernementale. Composé de 25 ministres et de 5 secrétaires d'État, le nouveau gouvernement a été nommé vendredi dernier, soit 3 jours après l'investiture du président récemment élu, Bassirou Diomaye Faye. 13 cadres du PASTEF en tout héritent de portefeuilles ministériels. 2 généraux ont été nommés ministres de l'Intérieur et de la Défense. Plusieurs personnalités de la société civile peu connues du grand public font également partie des rangs de ce nouveau gouvernement. Son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, m'a fait l'honneur de me nommer Premier ministre. Le chef de l'État m'a chargé de lui proposer une équipe gouvernementale conforme à notre projet pour le Sénégal. Le gouvernement ainsi mis en place ce 5 avril 2024 est un gouvernement de rupture et d'appropriation des aspirations et attentes légitimes des populations. C'est un gouvernement qui incarne le projet, une transformation systémique plébiscitée par le peuple sénégalais le 24 mars 2024 à travers l'élection au premier tour avec 54,28% des suffrages de son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République. Ce gouvernement donc compte 25 ministres et 5 secrétaires d'État. C'est un gouvernement de rassemblement cohérent et rationalisé en termes de ministères. C'est un gouvernement de proximité, un gouvernement d'innovation et d'efficacité, exclusivement au service du bien-être primordial des Sénégalaises et des Sénégalais. Sur la base des orientations du président de la République, qui définit la politique de la nation, le gouvernement de résultats, dont j'ai la responsabilité de la direction, va agir autour des priorités majeures suivantes. Premièrement, la jeunesse, l'éducation, la formation, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes et des femmes. Deuxièmement, la lutte contre la vie chère
et l'amélioration du pouvoir d'achat des populations. Troisièmement, la justice, la protection des droits humains, la bonne gouvernance, la transparence, la reddition des comptes et l'amélioration de notre système démocratique et électoral. Quatrièmement, la souveraineté économique, l'exploitation optimale des ressources naturelles, la prospérité et le développement endogène global et durable du Sénégal. Et cinquièmement, la consolidation de l'unité nationale, de la cohésion sociale et territoriale, ainsi que le renforcement de la sécurité, de la paix et de la stabilité du pays. Pèse sur l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Nigeria, CBN, Godwin Emefiele. La Commission des crimes économiques et financiers, EFCC, a déposé 26 chefs d'accusation à la haute cour de l'État de Lagos à Ikeja, l'un d'eux indiquant que M. Emefiele a arbitrairement alloué des devises étrangères pour un montant total de 2 milliards de dollars sans appel d'offres, ce qui est préjudiciable aux droits des Nigérians, et ce pendant qu'il était gouverneur de la CBN. Les infractions auraient été commises entre 2022 et 2023. Les nouvelles accusations ont été déposées le 3 avril par le procureur de l'EFCC. Le rapport a ajouté que M. Emefiele serait mis en accusation devant Rahman Oshodi, un juge de la haute cour de Lagos Ikeja, le lundi 8 avril. Le gouverneur suspendu de la Banque centrale du Nigeria a comparu devant le tribunal mardi dans le centre économique de Lagos pour possession illégale d'une arme à feu et de balles réelles. Il s'agissait de sa première apparition publique depuis le 10 juin, date à laquelle il a été arrêté avant sa suspension. Cet art martial coréen, c'est le Hapkido. Introduit au Congo il y a 5 ans, le Hapkido est devenu le secret défense de la gente féminine dans ce pays. Un centre de formation à Pointe-Noire. Bien qu'il y a plusieurs arts martiaux dans notre pays, il y a le Hapkido aussi qui vient s'ajouter, mais toujours il y a des cas, il y a des spécificités. Voilà pourquoi tous ceux qui ont vu la pratique de l'Hapkido s'y intéresse. L'enjeu sécuritaire est énorme, avec la montée en puissance de la criminalité dans la mégapole congolaise. Et les filles sont des cibles privilégiées des gangs, appelés ici les bébés noirs, auteurs de viols et de crimes de sang. Je pratique le Hapkido tout d'abord pour savoir me défendre. Parce que surtout avec les situations qui se passent aujourd'hui, les attaques de bébés noirs, et parce que aussi les filles sont devenues des cibles faciles. C'est parce que j'ai été plusieurs fois victime de harcèlement verbal ou physique auprès des hommes, et surtout je ne savais pas comment me défendre face à ces personnes-là. Et aujourd'hui je peux dire que l'Hapkido m'a beaucoup aidé parce que je sais au moins comment maîtriser ces personnes qui viennent m'agresser, grâce au self-défense que nous apprenons. Et le Hapkido peut parfois s'avérer très utile pour une femme comme Sophia. Une fois, j'ai été victime d'un harcèlement à l'arrêt de bus. J'étais de passage et un monsieur qui était là, je ne sais pas s'il me faisait la cour, mais je n'ai pas prêté attention à ce qu'il voulait. Et donc, il m'a tenu la main et il m'a attrapé très fort. Et du coup, j'étais obligée de me défendre, c'est-à-dire je l'ai fait une posture de défense qui m'a permis à détacher sa main et je suis partie. Et il s'est posé la question, mais c'est une fille, comment est-ce qu'elle a fait? Mais bien sûr, je suis une fille, mais je sais me défendre face à ce genre de personnes. Qui osera se frotter à ces filles s'y piquera désormais, forcément. Un agresseur averti en vaut 2. Le président du Rwanda, Paul Kagame, a dirigé une cérémonie de commémoration solennelle à Kigali. Dimanche, à l'occasion du 30e anniversaire du génocide rwandais, plusieurs dirigeants étrangers, dont les chefs d'État sud-africains, congolais, centrafricains et israéliens, ont assisté au rassemblement en mémoire du massacre.
Le président Kagame a allumé une flamme du souvenir et déposé une couronne sur le site du mémorial du génocide qui abrite les dépouilles de 250 000 personnes. Les massacres ont été déclenchés lorsqu'un avion transportant le président de l'époque, Juvenal Habyarimana, un Hutu, a été abattu au-dessus de Kigali. Les Tutsis, qui ont été accusés d'avoir abattu l'avion et tué le président, ont ensuite été pris pour cible par les Hutus extrémistes dans des massacres qui ont duré plus de 100 jours en 1994. Certains Hutus, qui tentaient de protéger les membres de la minorité Tutsi, ont également été tués. Les Rwandais commémorent les 30 ans du génocide, au cours duquel environ 800 000 personnes ont été tuées par des extrémistes soutenus par le gouvernement, brisant ainsi le Rwanda qui continue à se débattre avec l'horrible héritage des massacres. Le président de la Sierra Leone a déclaré une situation d'urgence nationale sur la toxicomanie. Julius Maada Bio a fait cette annonce suite aux appels de son gouvernement pour prendre des mesures contre la consommation croissante d'une drogue de synthèse bon marché. Ce poison appelé kush est selon le gouvernement un mélange de marijuana, de fentanyl et de tramadol qui crée une forte dépendance. Il a causé des centaines de décès et des troubles psychiatriques chez de nombreux consommateurs depuis son apparition en Sierra Leone il y a environ 4 ans. Il n'existe pas de chiffre officiel sur le nombre exact de décès. Dans un discours prononcé dans la nuit de jeudi à vendredi, le chef d'État a déploré ce qu'il a appelé les conséquences destructrices du kush sur les fondements même de notre pays, nos jeunes. Il a déclaré qu'un groupe de travail national sur la toxicomanie impliquant tous les secteurs de la société et supervisé par une équipe consultative présidentielle serait mis en place pour mettre en œuvre une stratégie en 5 étapes pour ce qu'il a appelé un avenir sans drogue. Le président du Kenya, William Ruto, a effectué samedi une visite de travail de 24 heures en République centrafricaine. Il s'agit de la première visite officielle d'un chef d'État du Kenya dans ce pays. Je remercie vraiment très sincèrement de cette visite qui vraiment honore la République centrafricaine et qui ouvre de bonnes perspectives pour la coopération entre nos deux pays. De mémoire, je pense que c'est la première fois qu'un président kenyan foule le sol de la République centrafricaine et je pense que ce n'est pas la dernière fois. En compagnie de son épouse, le président Ruto a loué les efforts de son homologue Faustin Archange Touadéra pour un retour progressif de la paix en Centrafrique. Sous votre leadership, on a pu voir la stabilité, on a vu la paix et nous sommes témoins du progrès en cours. Pour ces raisons, Monsieur le Président, je vous félicite au nom de toutes les populations de notre région et vous avez mon soutien. Les deux pays prévoient de mettre à profit cette visite inédite pour une nouvelle coopération axée sur le partage des technologies, puis un soutien énergétique du Kenya à la République centrafricaine. Cette première visite historique et inaugurale ouvre une grande porte pour nos deux nations d'exploiter les possibilités qui existent entre le Kenya et la République centrafricaine. Et vous l'avez si bien dit, nous avons un potentiel énorme en agriculture et je suis d'accord avec vous que nos agriculteurs vont travailler main dans la main. Nous ferons venir des experts en agriculture ici pour travailler avec vos agriculteurs. Nous allons travailler dans le domaine de transfert des technologies. Après Bangui, William Ruto était attendu à Kigali au Rwanda pour la célébration des 30 ans du génocide rwandais. L'Égypte aura connu une inflation plus rapide en mars par rapport au mois précédent. Résultat des récentes mesures d'austérité adoptées par le Caire, selon une enquête de l'agence Reuters. Après un accord de 8 milliards de dollars conclu avec le Fonds monétaire international, l'Égypte a consenti une dévaluation de sa monnaie le 6 mars dernier, assortie d'une augmentation du prix du carburant.
conséquence directe d'une pénurie prolongée de liquidités en devises étrangères dans le pays. La livre égyptienne s'échange à présent à 49,5 le dollar contre 30,85 le dollar pendant les 12 mois précédents. Et l'inflation devrait passer de 35,7% en février à 36,3% pour le mois de mars. Le 22 mars dernier, le pays a dû donc augmenter les prix d'une large gamme de produits pétroliers afin d'aligner les prix locaux sur les niveaux internationaux. Le gouvernement est sous pression et les chiffres officiels de l'inflation sont attendus pour ce lundi. Il avait atteint un record de 38% en septembre. Un haut commandant militaire iranien a renouvelé samedi la promesse de l'Iran de riposter après qu'une frappe aérienne, largement imputée à Israël, a détruit le consulat d'Iran en Syrie. Le moment, le type et le plan de l'opération de vengeance seront décidés par nous de manière à faire regretter ce qu'Israël a fait. Cela sera fait sans aucun doute. Le général Mohamed Bagheri, chef d'état-major interarmé de l'Iran, s'est exprimé au cours des funérailles du général Mohamed Reza Zadi, l'un des 2 généraux d'élite iraniens tués lors de l'attaque de lundi. L'assaut d'un complexe diplomatique iranien qui a causé la mort de 12 personnes est intervenu dans le contexte de la guerre de 6 mois entre Israël et le Hamas à Gaza. Elle a constitué une escalade significative dans ce qui est depuis longtemps une guerre de l'ombre entre les 2 ennemis. Israël s'est préparé à une réponse iranienne. Les tensions ravivent les craintes d'une aggravation du conflit régional. Lorsqu'Israël a déclaré la guerre au Hamas en octobre 2023, le pays était uni et bénéficiait d'un large soutien dans le monde entier à la suite d'une attaque sans précédent du groupe militant. 6 mois plus tard, Israël se trouve dans une situation bien différente, enlisée dans la bande de Gaza, divisée sur le plan intérieur, isolée sur le plan international et de plus en plus en désaccord avec son allié le plus proche. Israël a tué 7 travailleurs humanitaires lors de ce qu'il affirme être une frappe aérienne erronée. L'un d'entre eux était américain, ce qui a indigné le président Joe Biden. Le tribunal mondial des Nations Unies, lui, examine les allégations de génocide à l'encontre d'Israël. Il a ordonné ce dernier de faire davantage pour protéger les civils de Gaza et permettre l'acheminement de l'aide humanitaire, l'offensive israélienne ayant plongé Gaza dans une crise humanitaire, déplaçant plus de 80% de la population et laissant plus d'1 million de personnes au bord de la famine. Plus de 33 000 Palestiniens ont été tués au cours de la guerre. Israël n'a pas présenté de vision de l'après-guerre qui soit acceptable pour ses partenaires et les pourparlers sur le cessez-le-feu sont toujours au point mort.